Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le Hit Club, un club de réflexion et de divertissement que j'ai créé il y a 2 ans à l'aube du premier confinement. Un club qui a comme ambition de vous donner des clés pour comprendre la société et ne pas la subir. Le Hit Club, c'est aujourd'hui plus de 500 émissions à voir en direct ou en replay. Ce soir, j'ai l'immense plaisir de recevoir Laurent Ozon. Entrepreneur, essayiste et conférencier, c'est un homme qui nourrit mes réflexions depuis plusieurs années. Un homme à la pensée plurielle, véritable boîte à outils intellectuelle. Laurent Ozon est un de ces penseurs français peu connus du grand public, une de ces pépites, comme on aime les partager au sein du Hit Club. Laurent Ozon, c'est un homme qui fait le lien entre le cellulaire, l'organisme et le social. Ses domaines de compétences sont multiples. L'écologie, la et le politique, le comportement humain ou plus largement encore ce qu'on peut appeler la vie en société. On ne peut que se délecter lorsqu'il parle de stress dérivatif, de coopération sous stress maximal, de contrôle social par les troupes d'occupation mentale que sont les médias. Les analyses sociétales de Laurent Ozon sont pointues, acérées, peu conventionnelles, car c'est un homme qui ne mâche pas ses mots. Un homme qui a la capacité de nous rendre plus intelligents quand on le lit ou quand on l'écoute. Laurent Ozon met des mots MOTS sur des mots MAUX pour nous aider à les identifier et ainsi nous permettre de nous adapter au monde dans lequel nous vivons. Laurent Ozon est avec nous ce soir dans le Hit Club. Jingle. Laurent, très heureux de t'accueillir. Je te souhaite la bienvenue dans le Hit Club. Merci. Merci à toi, merci pour ton invitation, merci pour ton introduction très sympa. Je suis désolé de te recevoir, je suis dans une maison de campagne, donc comme tu le vois en tenue de bûcheron. Ça tranche un peu. J'avais ma veste en fait. Je suis venu avec ma veste. Moi, je me disais que tu as tranché un petit peu avec l'esthétique générale de ton truc, mais je suis désolé, j'ai pas de tenue adéquate. Et si j'avais pu mettre une veste, je l'aurais fait volontiers. Mais voilà, bon, tu m'excuses, on est en mode roots aujourd'hui. Tu es tout excusé et je préfère te voir, je dirais, comme ça que sur les plateaux de CNews. Comment ça se passe sur CNews? Tu interviens, on te voit de plus en plus sur. Ouais. Bah, j'y suis demain à 15h30 et puis on va parler de l'actualité politique. Hein. On va parler des élections présidentielles et on va certainement parler du conflit entre la Russie et l'OTAN en Ukraine. Il y a encore la possibilité pour des gens comme toi donc de venir s'exprimer face à des journalistes qui confondent l'URSS et la Russie. J'ai bien aimé. Ouais. Non. Bah, ouais, ça. Il y a des gens qui en sont encore là, c'est sûr. Oui, il y a toujours des espaces maintenant. Je me fais pas d'illusions. Ce sont des espaces qui s'ouvrent et qui vont se fermer assez rapidement. Donc quand on me donne l'occasion d'intervenir, j'interviens. Mais je suis pas. Enfin, si tu veux, c'est pas une fin en soi, quoi. Je le fais parce qu'il faut toujours utiliser les micros qu'on tend pour pouvoir dire et expliquer les choses. Maintenant, après, on verra dans le temps, mais bon, je suis pas très optimiste sur la compatibilité, si tu veux, de ma façon d'aborder les choses avec le dispositif médiatique ambiant. Oui, donc ton temps est compté. Oui, c'est ça, on verra. On reviendra justement sur les médias. Nous, on en parle souvent dans le Hit Club. Moi, j'ai travaillé également dans les médias. Ouais. Ils ont une certaine part de responsabilité par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. On a choisi donc l'ingénierie sociale. Enfin, j'ai choisi, je te l'ai proposé ce sujet. Je sais que tu l'as déjà abordé maintes fois. Mais pour moi, c'est quand même une bonne porte d'entrée qui va nous permettre de rebondir sur d'autres sujets comme ça et de se laisser porter aussi par nos digressions. Est-ce que les médias ont vraiment une responsabilité dans ce qu'on vit aujourd'hui? Les médias, si tu veux, c'est... D'abord, les médias, ça n'existe pas.
il y a des médias, il y a, on va dire un temps d'accès au cerveau de la population et ce temps d'accès au cerveau de la population est globalement, acheté, et la propriété de 7 milliardaires qui se partagent en gros l'essentiel du temps de cerveau disponible de la population française et c'est en gros le même dispositif dans la plupart des pays occidentaux, voire même d'autres pays, hein. C'est pas très différent, en Chine, en Russie, etc. C'est-à-dire que les pouvoirs, d'une façon générale, le pouvoir politique et le pouvoir économique, en Europe et dans l'Occident, c'est surtout le pouvoir économique, met la main sur les canaux d'accès au cerveau de la population pour pouvoir peser, influencer. Et, je dirais, bon, on a après le média lui-même est toujours beaucoup plus diversifié qu'on le croit. Il ne faut pas croire que le système est fait avec des gens qui sont formés, qui sont idéologisés, etc. Il y a un vrai travail, il y a une vraie politique en termes d'audience, en termes d'invités, en termes de voilà. Mais il y a une vraie approche politique, hein, c'est-à-dire qu'il y a une vraie pensée des créneaux sur lesquels se positionnent ces médias. Mais ces médias servent avant tout à des moments clés à négocier, je pense, hein, c'est comme ça que je le vois, servent avant tout à des moments clés à négocier en quelque sorte des opérations de maintien de l'ordre mental collectif, à des moments où ça sert à quelque chose, c'est-à-dire à des moments où il est crucial de faire avancer, reculer, de distraire ou au contraire de dégrader, de déformer la réalité ou voilà. Donc à des moments clés en fait, les plus riches, les plus puissants, pour leur intérêt, pour d'autres intérêts ou pour l'intérêt des politiques qui sont parfois leur relais d'influence dans le domaine politique, dans le domaine public, utilisent ces médias et pour en quelque sorte intervenir dans les stress collectifs et par leur temps d'accès au cerveau collectif, collectivement, ils jouent ce rôle de troupe d'occupation mentale dont je parlais, c'est-à-dire qu'ils jouent un rôle de contrôle social formidable, sans lequel rien ne peut se faire. Voilà, c'est aujourd'hui comme ça que ça fonctionne. Pour moi, les médias aujourd'hui, enfin le système médiatique, ce qu'on appelle les médias mainstream, c'est-à-dire ceux qui représentent la majorité du temps de cerveau, du temps d'accès au cerveau de la population, sont l'outil de contrôle des esprits le plus important qu'on ait jamais connu dans l'histoire et probablement le plus efficace, mais ils sont en train d'échouer. Ils sont en train d'échouer d'abord à cause du net, ça c'est le premier point, parce que les gens ont accès à d'autres sources d'informations, parce que le contenu de la production des médias est de plus en plus mauvais, d'où l'intérêt par exemple pour des médias type CNews et autres, mais c'est pas les seuls à le faire, à essayer de faire intervenir des têtes qui émergent, on va dire, sur les réseaux sociaux, des relais d'opinion, des gens qui ont une petite audience, etc., etc., pour alimenter, je dirais, toujours ramener vers eux les gens. Mais en même temps, ils ont de plus en plus de mal, globalement, à imposer, à influencer réellement la population. Ils le font toujours, ils y arrivent bien. On a vu comment ils y étaient arrivés à l'époque des Gilets jaunes. La méthode qu'ils ont utilisée pendant la période des Gilets jaunes, c'était une méthode assez simple. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la première phase, toujours, c'est-à-dire quand les politiques ou quand les pouvoirs économiques sont confrontés en fait, à l'expression d'un stress endogène dans la population. Endogène, ça veut dire qu'il vient de l'intérieur, en quelque sorte. Une colère légitime qui provient de l'intérieur, qui provient de la base, et qui s'exerce contre les dominants, contre les plus riches, contre le pouvoir politique, etc. La première étape, c'est toujours une phase de décrédibilisation. D'abord, on ignore. Ensuite, on tente de décrédibiliser. Donc, ce sont des abrutis, ils savent pas ce qu'ils veulent, ils sont violents, ils sont antisémites, ils sont tout ce que tu veux. C'est-à-dire tous les registres de vocabulaire pour globalement discréditer. Et puis, quand ça ne fonctionne plus, ils font un boulot en quelque sorte de déconstruction. C'est-à-dire qu'ils essayent en fait d'objectiver
la situation, c'est-à-dire de donner à des têtes qu'ils ont été choisir. Tiens, on va prendre celui-là il a l'air un peu con, on va le prendre aussi. Tiens, celui-là, il est bien, il présente bien, mais alors, au bout de 5 minutes, il déconne complètement, ça va être très utile. Bref, ils se font un panel et ils essayent ensuite d'engager un faux débat ou une fausse écoute, en quelque sorte, comme une sorte de séance de psychothérapie collective qui vise en fait à faire retomber la colère, c'est-à-dire à déconnecter en fait la population de son stress initial, de sa colère initiale, parce qu'ils ont vu que ça marchait pas, parce qu'à force de prendre des coups de bâton sur la gueule et à force de les traiter de cons et d'antisémites, les gens ils s'aperçoivent que ça marche pas toujours. Donc il y a à ce moment-là dans le pouvoir, en fait, il y a une sorte de partage des tâches entre l'État qui assume le régalien, alors qu'il ne le fait jamais. L'État en France et en Occident d'ailleurs n'assume plus du tout ses fonctions régaliennes. D'une façon générale, les États n'assument plus leurs fonctions régaliennes, c'est-à-dire celle de protéger la population, ce qui légitime le fait qu'ils aient le monopole de la violence, c'est précisément parce qu'en échange de ce monopole de la violence légitime, ils ont l'obligation de protéger les gens. Parce que sinon, s'ils ne les protégeaient pas, ce monopole dont ils disposent n'est plus légitime, puisque la personne doit se défendre elle-même. Bref, bon, on va pas... Mais à ce moment-là, donc, il y a à nouveau un partage des tâches, c'est-à-dire qu'il y a l'État qui s'occupe, qui reprend en fait ses fonctions régaliennes uniquement pour taper sur le populo, pas pour aller choper les trafiquants de drogue, et simultanément les médias qui, eux, font le travail en quelque sorte de psychothérapeute sur le thème oui, alors vas-y, parle-nous de tes problèmes, exprime-les, et qui essayent en quelque sorte de faire retomber la colère en donnant la possibilité ou le sentiment aux gens qui sont entendus, qui sont écoutés, etc., en déformant évidemment tout ça. Et c'est... Bon, là, j'ai donné un exemple, mais je pourrais en prendre 500. Là, j'ai pris les gilets jaunes parce que c'est un des moments clés. Les médias sont globalement, les conducteurs sont des activateurs ou des désactivateurs de stress sociaux. C'est-à-dire que quand les stress sont endogènes, quand ils proviennent de l'intérieur, ils sont souvent désactivés par les médias. Désactivés, ça veut dire qu'ils sont niés, ignorés. On transforme des manifs de 300 000 en manifs de 10 000. On fait passer les gens pour des cons, ou on n'en parle pas. Et ils servent à d'autres moments à activer des stress, c'est-à-dire à produire des stress, à fabriquer des stress qui ne sont donc pas endogènes parce qu'ils ne proviennent pas de la base du ressenti concret des gens dans leur vie de tous les jours. Ils ne sont pas le résultat de l'expression en quelque sorte du sentiment des personnes, quelque chose de vrai qui provient de la base. Ils sont l'expression, ils relèvent de techniques de manipulation collective qui visent en fait à produire des stress, des crises et un climat d'hystérie collective dans la population. Et ils y arrivent très bien. Bon, quand je parle de ça, je pense que tout le monde a beaucoup d'exemples en tête. Au moment où je suis en train d'en parler, je n'ai pas besoin d'en donner. Tu parles de ces stress aussi dérivatifs qui permettent comme ça de déplacer une certaine colère, qui permettent aussi de fragmenter une certaine union. C'est pour ça que tu parlais aussi de coopération sous stress maximal. Parce que on aurait, nous, la capacité, comme ça, le nombre fait la force quand même. Oui, alors, ce qu'il faut entendre, si tu veux, c'est que, en fait, d'une façon générale, il y a un besoin profond, je dirais archaïque, je dirais même plus qu'archaïque, quasiment minéralogique presque, puisque je crois qu'on le retrouve aussi bien au niveau de la matière, au niveau chimique, au niveau organique, qu'au niveau social. Il y a un besoin profond en fait de synchronisation et il y a un profond besoin d'unité, de regroupement, de coopération, de synchronisation dans les phases de stress. C'est-à-dire lorsqu'un être vivant est confronté en fait à un stress vital, c'est-à-dire à un enjeu de vie ou de mort, en tout cas tel qu'il se le représente, il se le représente comme ça. À ce moment-là, s'engagent en quelque sorte des vortex de coopération, des cyclones coopératifs qui vont produire un certain nombre d'effets sur la société. Ces cyclones coopératifs produisent tout un tas de phénomènes qui sont des phénomènes sympathiques et d'autres moins sympathiques, mais ils sont naturels. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas ces vortex de coopération, ces phénomènes d'entraînement, c'est ce qui fait que les gens, en quelque sorte, produisent une réponse collective à un enjeu de vie et de mort. Alors, je te coupe. Tu m'as autorisé à te couper. Oui, bien sûr. En off, tu m'as dit n'hésite pas à me couper. Ouais. Mais c'est pas pour arrêter ton développement qui est brillant, mais pour montrer un exemple qu'il y a sur ton Twitter.
Ouais. Donc, je partagerai ton adresse, ton tweet, ton Twitter. Ta page Twitter, Oui. et je voulais montrer, voilà, cette vidéo qui est remarquable. J'aimerais que tu nous la commentes. On va faire Là, ça ce en que noir. vous voyez, Ouais, parce que, en fait, c'est un fil. Donc, si tu cliques, en fait, t'en as plusieurs d'affilée, des vidéos, mais celle-là, c'est la première. C'est et c'est celle la qui est deuxième. épinglée, ouais, ouais. Alors là, ce que vous voyez, ce sont des caribous. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un vortex, en fait, typiquement un vortex social qu'on retrouve dans la nature à des tas de degrés. C'est-à-dire lorsqu'à certains moments, les troupeaux de caribous sont confrontés en fait à un stress. Là, c'est un enclos en l'occurrence. Ouais. Ils se mettent en quelque sorte confrontés à ce cercle. Ils se mettent à tourner autour d'un point visible en mettant les plus vieux, souvent les plus jeunes, les plus fragiles au milieu. Et ils créent un mouvement d'entraînement, de coopération et d'entraînement qui a plusieurs effets. Alors le premier de ces effets, c'est d'empêcher en quelque sorte de saisir le groupe, de saisir des parties dans le groupe. C'est-à-dire qu'en fait, il efface l'individu L'individu, ouais. au profit du collectif. Et ça, c'est un phénomène assez important parce que un prédateur éventuel ne peut plus facilement, en quelque sorte, s'attaquer à un individu dans le groupe, puisqu'en fait, tout le groupe tourne. Et il y a un phénomène d'auto-renforcement qui est assez bien décrit par Rainer Muhlmann dans ses bouquins, ou Bason Brock, qui est un phénomène d'auto-renforcement, c'est-à-dire une sorte de stress qui crée du stress, qui produit lui-même du stress, qui crée de la colère, qui crée du mouvement, qui crée du stress, qui crée de la colère, qui crée du mouvement. Et dans ce phénomène d'emballement d'auto-renforcement, se produit une forme de coopération sous stress maximal. Là, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que on voit que ça se produit chez les caribous, mais si tu reviens en arrière sur le tweet, Ouais. tu vas t'apercevoir que ce phénomène qui est décrit, donc là, si tu cliques sur le tweet en question, pas sur la photo, mais sur le tweet, tu vas aller plus haut, tu vas regarder, tu vas avoir une autre vidéo qui est assez Ah, intéressante, ouais, avec un dessin d'abeille. Ouais. qui dit la même chose. C'est-à-dire que là, c'est une ruche qui est attaquée ou qui se croit attaquée par un animal de grande taille. Et là, on va avoir toutes les abeilles qui vont se mettre ensemble et qui vont, en fait, en relevant leur abdomen, produire une sorte d'ondulation dissuasive qui donne l'impression, en fait, à un animal qu'il est confronté lui-même à un organisme de grande taille. Ouais. Alors, il y a des exemples, il y en a dans la nature, il y en a des millions. Si tu veux te remettre sur le fil Twitter, il y a plus loin ce qu'on appelle les vortex d'extinction chez les fourmis. Donc tu peux descendre un petit peu. Voilà. Bon, ça c'est par exemple là ce que tu vois les jeunes hommes qui tournent là, c'est ce qu'on appelle un Ouais. dirk, qui est une pratique en islam compris. Ok. C'est-à-dire que oui, alors là il y a le son, c'est assez Ouais. désagréable. D'accord, chez les abeilles. Et c'est pareil, en fait, ils tournent autour d'un point central. Engagé au rythme. Et Ouais. donc, si tu veux revenir en arrière, on va prendre un truc toujours dans la nature avant de repasser sur les humains. Ouais. Donc là, ce sont des abeilles des Tetranogula. Là, tu vois un crabe qui a exactement le phénomène. Là, tu as une cérémonie qui s'appelle Agranitula, qui existe en Corse, sous l'égide du Matzero, en fait. Voilà. Ouais. Les hommes et les congrégations se mettent à tourner autour d'un point invisible. Ok. Voilà. Et tu retrouves la même chose. On va prendre un dernier exemple rapidement. Tu retrouves, par exemple, chez ces fourmis, là, tu retrouves exactement le même phénomène. C'est-à-dire que lorsqu'elles perdent, et on va y rester 2 secondes, Ouais. lorsqu'elles perdent le lien qui les unit, c'est-à-dire leur base de reconnaissance à base de phéromones, les fourmis, en quelque sorte, devraient se désassembler. Et lorsqu'elles perdent leur repère phéromonique, en fait, lorsqu'elles ne parviennent plus, en quelque sorte, à reconstituer le lien de phéromones qui les unit, les fourmis s'engagent dans des vortex, donc des mouvements cycloniques, en quelque sorte, et se Ouais. mettent à tourner sur elles-mêmes jusqu'à ce qu'elles aient reconstitué le lien qui les unit, la base phéromonique qui les unit. Et si elles n'arrivent pas à le faire, donc après elles se dispersent. Et Ouais. si elles n'arrivent pas à le faire, elles tournent jusqu'à la mort, sous l'effet du stress, et parfois jusqu'à la mort. Donc ça, ces petits exemples dans la nature montrent que, en fait, ce qui se passe dans les sociétés humaines relève exactement de la même logique. C'est-à-dire que les individus soumis à un stress, à un enjeu de vie et de mort, créent en quelque sorte des vortex coopératifs, des phénomènes coopératifs qui produisent plusieurs effets. Alors, l'un de ces effets, c'est évidemment
l'unification du groupe, c'est-à-dire le fait de fixer le cadre, c'est le fait de ne faire plus qu'un, c'est-à-dire de fonctionner comme un tout organique. C'est assez caractéristique, c'est-à-dire que les individus, en quelque sorte, perdent de leur individualité et sont sommés en quelque sorte, de s'attacher à une logique de groupe, à un intérêt, à un collectif, et tous ceux qui ne le font pas sont mis à l'extérieur. Et c'est là qu'on a souvent des phénomènes d'épuration ou d'isolement ou de bannissement qui se mettent en place, parce que tous ceux qui ne marchent pas, en quelque sorte, dans la constitution du groupe, c'est-à-dire qui ne veulent pas suivre cette logique d'entraînement, sont considérés, et ça c'est une deuxième caractéristique des phénomènes de coopération sous stress maximal, sont souvent considérés eux-mêmes comme des individus hostiles, puisque une des caractéristiques du stress, c'est précisément de produire une représentation paranoïde de l'adversaire, de la menace. Donc, ce que font, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a ces phénomènes de coopération qui se mettent en place, c'est parce que précisément, dans le groupe, on commence à se faire une idée, une représentation de la menace. Ça peut être une épidémie, ça peut être une guerre, ça peut être des adversaires qui arrivent, etc. Et la représentation de la menace perd de sa rationalité. On donne à ses ennemis ou à cette menace une dimension beaucoup plus importante qu'elle ne l'est réellement, on lui prête des intentions qu'elle n'a pas toujours, etc. Bref, on exagère, pour faire simple. Et cette représentation paranoïde de la menace, cette exagération de la menace, on prête des pouvoirs surhumains ou une intentionnalité diabolique, etc. etc. Et dans ce phénomène d'entraînement, de stress, cette représentation, cette paranoïa collective, en quelque sorte, c'est aussi ce qui crée, ce qui renforce la cohésion du groupe, qui fait que le groupe se constitue. S'il n'y a pas de représentation paranoïde de la menace, c'est-à-dire si la menace est objectivée, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de peur. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'entraînement. S'il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de groupe. S'il n'y a pas de groupe, les individus meurent ou les individus sont faibles ou fragiles parce qu'ils ne sont pas capables d'affronter le stress collectif de façon efficace, parce que c'est le groupe qui permet la puissance dans l'histoire. Une autre des caractéristiques de ces rassemblements, et ça c'est plutôt l'aspect positif, c'est qu'ils permettent le dévouement, la solidarité et le sacrifice. Ça, c'est des points très importants. C'est précisément parce qu'il y a une coopération de groupe, c'est-à-dire une représentation organique, en quelque sorte, du corps social, que, en quelque sorte, le soldat ne quitte pas le champ de bataille. Ça veut dire les individus, dès leur enfance jusqu'aux plus âgés, vont, en quelque sorte, lier leur destin au groupe. Et on a dans ces phénomènes-là des éléments qui ont été très bien analysés par les sociologues, etc., de dévouement collectif qu'on ne trouve dans aucune société individualiste. C'est typiquement pour ça que vous avez des sociétés dans lesquelles on n'a pas peur de se sacrifier pour le groupe, on n'a pas peur de donner sa vie, on n'a pas peur de donner sa vie pour les enfants, etc., etc. Et ces phénomènes de sacrifice renforcent encore le groupe. Parce que dans un groupe, lorsque vous avez des membres, lorsque beaucoup de gens sont prêts à risquer leur vie, à engager leur vie pour le récit du groupe, parce que des fois, tout ça se cache derrière des discours religieux, derrière les êtres humains sont très adroits pour créer en quelque sorte des habillages idéologiques ou religieux à leur stress. Mais bon, on sait toujours qu'il s'agit de ça. Et ces phénomènes de dévouement absolu sont récompensés par le groupe simultanément. Ils sont récompensés parce qu'on célèbre dans le temps la mémoire des héros, de ceux qui se sont sacrifiés. C'est les monuments aux morts sur les places des villages après la guerre de 14-18. C'est une des raisons d'être de l'État que de commémorer d'ailleurs la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour le collectif, pour la collectivité. Oui. On continue à célébrer leur mémoire, on valorise leur famille. Voilà. Et donc ça, c'est une deuxième caractéristique. C'est-à-dire les coopérations, les groupes, les coopérations sous stress maximal provoquent une perte de l'individualité, un dévouement au groupe et une capacité de sacrifice renforcée. Et le dernier point, il y en a beaucoup d'autres, mais un dernier point assez caractéristique, c'est ce qu'on appelle le partage de souffrance, allélopathie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce dévouement, en quelque sorte, c'est pas le résultat d'un calcul. Il faut le comprendre. C'est le résultat, en fait, du fait que parce que l'organisme fonctionne comme un tout, comme un seul organisme, comme un collectif, alors à ce moment-là, le partage, l'empathie pour les autres, le partage de la souffrance, le fait de ressentir les souffrances des autres et d'y veiller et d'y être attentif et de les ressentir soi-même, fait partie en quelque sorte de ce phénomène de conduction quasi électrique
de ce phénomène de contamination en quelque sorte quasi virale, plus exactement électrique à l'intérieur du groupe. C'est ce qui fait encore une fois que ça le maintient ensemble et c'est ce qui justifie d'autant plus les comportements de dévouement, les comportements de sacrifice à l'égard des plus jeunes, à l'égard des plus faibles, etc. Bref, ces phases de coopération sous stress maximal, elles existent à l'état naturel, comme on l'a vu avec les vidéos que tu as été chercher sur mon compte Twitter. Elles existent à l'état naturel. Elles existent donc dans la nature, chez quasiment toutes les espèces qui ont une vie sociale, c'est-à-dire beaucoup d'espèces, chez les êtres humains aussi. Elles donnent des résultats parfois très inquiétants, hein, quand on se souvient, par exemple, des chasses dans Giono, dans le Hussard sous le toit, à un moment, il est pourchassé par des villageois, il y a une épidémie, et puis il arrive dans un village avec l'épidémie, il va prendre de l'eau à la fontaine, et puis les gens le voient proche de la fontaine, c'est un étranger, il est italien, et puis on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il faut à la fontaine, mais tous les gens sont persuadés que quelqu'un a empoisonné leur eau, que c'est pour ça que tout le monde est malade et crève dans la rue. Et donc, évidemment, dans ces moments-là, ce qui se passe, c'est précisément ce phénomène cyclonique qui se met en marche, c'est-à-dire une sorte d'engagement de colère et de répression. Le collectif devient un peu dingue et fait la chasse à tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, le menace. C'est pas totalement illégitime parce que c'est aussi de cette façon-là qu'il renforce en quelque sorte, qu'il s'épure lui-même d'une façon et arrive à atteindre un stade certes pathologique, mais un stade je dirais, de fonctionnement qui le rend apte à affronter des enjeux qui sont des enjeux d'extinction parfois, qui sont des enjeux décisifs. Voilà, et donc, pour en revenir à nos médias, et donc on parlait là des coopérations sous stress maximal, ces dispositions existent dans la nature, c'est-à-dire qu'elles existent dans les communautés naturelles, elles existent dans les groupes constitués quasi naturellement. Il y a du naturel dans le social chez les êtres humains, ça serait un autre débat. Mais les États, du moins les sociétés, qui sont plus que des collectivités, qui sont plus que des communautés, plus exactement, ont appris depuis très longtemps à utiliser ces dispositions coopératives des êtres humains et à les tourner à leur profit. Et c'est donc ce que font les médias aujourd'hui. Alors, on connaît par exemple dans la Grèce ancienne, je donne souvent cet exemple parce que je le trouve très parlant, ce qui était fait par exemple avec les techniques d'infanterie, donc dans les phalanges d'hoplites. Donc les hoplites, c'était des soldats grecs qui étaient très lourdement armés, etc. Et les Grecs, qui étaient très inférieurs au nombre aux Perses, par exemple, à l'époque et à d'autres, étaient très, très puissants militairement, très forts sur les champs et souvent victorieux sur les champs de bataille, parce que leur technique, malgré leur faible nombre, était extrêmement efficace. Et une de ces techniques, c'était donc leur arme favorite, c'était en quelque sorte cette phalange d'hoplites. Je vous explique rapidement comment elle fonctionnait. Vous allez voir, ça va vous donner une idée de la façon dont, dans l'histoire, les sociétés, qui ne sont plus donc des communautés naturelles, mais qui sont des communautés étendues, et donc qui commencent à devenir des constructions sociales. Hein, oui, qui commencent à se fragiliser. Qui ne sont plus des constructions sociales et donc qui n'ont plus les dispositions organiques initiales du groupe humain et qui commencent à gagner en puissance parce qu'il y a le nombre, mais en même temps à perdre en réactivité, en capacité de dévouement, en capacité de sacrifice, en logique d'auto-engagement, etc. Au fur et à mesure que les sociétés s'étendent, qu'elles deviennent de plus en plus complexes et donc hétérogènes, parce que la complexité, c'est quoi ? C'est l'hétérogénéité du corps social, c'est la spécialisation des tâches, c'est que les gens vont se spécialiser sur une tâche, donc ils vont confier la fabrication du pain à l'un, la fabrication des logiciels à l'autre, et dans la fabrication des logiciels, ça c'est encore c'est de la spécialisation très simpliste, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, dans la conception d'un logiciel, on peut avoir 20 corps de métiers différents. Bref. Donc les sociétés, historiquement, les sociétés complexes, ce sont des sociétés dans lesquelles se crée une grande hétérogénéité sociale, pas simplement du point de vue des conditions de vie, mais aussi de la culture, des représentations, des revenus, de la puissance ou de l'influence dans la société, etc. Et plus la société grandit, plus il y a de monde dedans, plus vous avez, plus cette hétérogénéité augmente. Et quand en plus, ce sont des sociétés qui deviennent multiculturelles et multiethniques, alors là, on atteint le summum en quelque sorte de l'hétérogénéité sociale,
C'est-à-dire qu'on a des empires ou des sociétés qui absorbent des groupes de population qui parlent plus les mêmes langues, qui ont plus les mêmes référents culturels, les mêmes codes juridiques, qui en plus ajoutaient à ça les différences sociales, les différences de perception, de sensibilité, etc. Bref, au bout d'un moment, on ne peut plus, on n'arrive plus à retrouver en quelque sorte, quand je dis on, ceux Oui, qui c'est général. voilà. On n'arrive plus à retrouver dans ces corps complexes les dispositions saines qui font vivre en quelque sorte, qui font survivre les communautés. C'est-à-dire celles qui les poussent à se sacrifier, à se dévouer, à protéger les petits, etc., etc. Et ça devient la lutte de tous contre tous. C'est ce que Teddy Goldsmith appelait la coopération sociale par le potin méchant. C'est-à-dire que quand les gens ne s'accordent plus sur un système de représentation collective et que la société est trop éclatée, trop diversifiée, il n'y a plus de référent commun et donc la coopération sociale par le potin méchant, c'est-à-dire la possibilité d'engueuler un gosse dans la rue parce qu'il se comporte mal et parce qu'on ne gueule pas à 10h du soir, lui, il s'en fout en fait, parce qu'il appartient à un autre groupe, parce que en fait, quelque part, il n'a aucun rapport avec vous, parce que vous vivez dans une ville de 300 000 habitants, parce qu'en plus, il appartient à un autre groupe culturel, ou parce qu'il... Bref, et donc, en fait, vous n'avez tellement plus rien en commun qu'il n'y a plus que la loi ou les flics pour établir en quelque sorte des règles fixes. C'est comme ça que naissent les théories du contrat social, pour établir des règles fixes qui vont permettre la vie en collectivité de gens qui fondamentalement ne partagent plus rien d'essentiel. Mais bon, pour en revenir à mon histoire de hoplite et d'infanterie grecque, je reviens là-dessus parce que c'est, d'une certaine façon, c'est la source dans le monde occidental, dans le monde européen, et ça nous donne une indication sur le monde dans lequel nous vivons. Qu'est-ce que font les hoplites ? C'est-à-dire ces groupes de soldats qui vont être armés par les Grecs pour affronter des ennemis qui sont bien supérieurs en nombre. D'abord, ils sont très lourdement équipés, et on se pose la question de savoir comment éviter que le soldat quitte le champ de bataille. Ça, c'est un point important. Parce que pourquoi est-ce que le soldat peut quitter le champ de bataille ? Précisément pour sauver sa vie, et se dire que précisément, s'il sauve sa vie, c'est le plus important pour lui, parce que globalement, la vie de la collectivité ne dépend pas de lui, ne lui appartient pas, ou que quelque part, c'est pas son problème. Et donc, toutes les techniques en fait développées par les sociétés dans le temps, à mesure précisément qu'elles sont complexes, visent en quelque sorte à essayer de maintenir les belles dispositions naturelles de coopération des êtres vivants, celles qu'on retrouve chez les communautés humaines de petite taille, les groupes très homogènes ou les communautés naturelles, et cherche à les transposer sur le terrain social dans des sociétés qui sont beaucoup moins homogènes qu'elles le sont. Et donc la société grecque, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle donne d'abord des casques aux hoplites qui limitent considérablement leur champ de vision. Donc c'est un peu comme les œillères qu'on met sur les animaux, c'est-à-dire pour éviter de leur faire peur et de concentrer toute leur attention dans une seule direction. Ensuite, il y a un tambour derrière qui bat et qui qui donne un rythme commun, et donc qui va synchroniser les pas de tous les combattants qui vont tous marcher au pas. Ça n'existait pas avant. On se représente toujours dans les films les combats héroïques où chacun attaque. C'est les hommes, c'est des sortes de batailles qui sont représentées comme des duels, en quelque sorte, comme des centaines de duels simultanés. Des charges héroïques. C'est ça. Bon, en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Donc, les gars sont comme ça et marchent tous au pas, d'une façon très soudée. Et ils portent un bouclier sur le côté gauche, et donc, de ce fait, se protègent sur le côté gauche et protègent le côté droit de leurs voisins. Et sont simultanément protégés de leur côté droit par le voisin de droite. Et donc, si vous quittez le groupe, en quelque sorte, et la ligne de phalange, vous mettez en danger votre voisin. Et donc, vous créez un trou, vous créez une fragilité, et comme on l'a vu avec les abeilles tout à l'heure qui levaient tout leur abdomen en même temps, vous créez en quelque sorte un trou et une fragilité, ça ne fonctionne plus, ça n'est plus un organisme. Et donc, pour renforcer en quelque sorte cette apparence d'organisme de combat qui est créé à ce moment-là, donc les soldats marchent en ligne, tous au même rythme, avec un casque, et donc aussi là pareil, des gros efforts pour homogénéiser les tenues, de façon à donner l'impression globale de l'homogénéité. On est tous habillés de la même façon, on est tous équipés de la même façon, etc. Et simultanément, pour améliorer encore cela, les généraux grecs, alors il y a plusieurs lignes, les unes derrière les autres, donc pour tirer sur le champ de bataille à ce moment-là, tu peux toujours t'accrocher. Ouais. Et ensuite, on mettait souvent le père, le fils, voire l'oncle et le frère, les uns à côté des autres sur les mêmes lignes. Ce qui fait que non seulement c'était compliqué de se tirer en temps normal avec des mecs que tu connaissais pas, mais quand en plus c'était ton père, ton frère ou ton fils que tu avais à côté, tu n'avais absolument pas envie de t'en aller.
Et donc, ce qu'on voit là, en fait, avec cette technique du combat de la phalange, etc., c'est se mettre en place ce qu'on appelle des techniques de forçage coopératif. C'est-à-dire, les sociétés complexes, vont utiliser, ont compris le principe et vont essayer d'utiliser les dispositions coopératives naturelles des communautés humaines, naturelles aussi parce qu'elles sont dans la nature, on en a regardé quelques exemples tout à l'heure, pour, en quelque sorte, forcer à la coopération, au dévouement au groupe et essayer de recréer artificiellement, par la technique, par la culture, par tout un tas de pratiques, vont essayer de reproduire dans des sociétés qui ne sont plus des organismes sociaux, c'est-à-dire qui sont des constructions sociales, et des techniques de coopération, des logiques de maintien, etc. Donc on va célébrer les morts, on va leur construire des monuments, on va faire des fêtes pour célébrer les sacrifices de ceux qui sont morts, etc. J'étais pompier de Paris, tous les lundis matins, il y avait l'appel des morts au feu, et donc tous les matins, on était tous dans la cour du fort où on était, et on lisait le nom des morts au feu. Tous les lundis matins, lever de drapeau, garde à vous, j'étais pompier militaire. Donc, cette cérémonie, elle existe partout. Cette célébration, en quelque sorte, de ceux qui sont morts, de ceux qui se sont sacrifiés pour le groupe, participe, en quelque sorte, de ces dispositions qu'ont mis en place les États depuis longtemps pour créer des techniques de forçage coopératif et réussir à maintenir ensemble de grandes quantités d'individus. Tout le problème aujourd'hui, c'est qu'on a atteint les limites de ça. Et c'est un peu là où je voulais en venir. C'est pour ça que j'ai pris un grand détour Je suis habitué. Moi, je suis habitué. Je sais que ceux qui te suivent également, sans doute les membres du Hit Club, on ne perd pas le fil. Hein. À ce moment-là, se passe un truc, c'est que précisément, on a atteint un point de non-retour. C'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés qui sont tellement déconstruites dans leurs fondamentaux, c'est-à-dire dans leurs repères culturels. C'est-à-dire que les pouvoirs, en quelque sorte, aujourd'hui, ont un gros problème. C'est qu'elles ont complètement déconstruit les sociétés. C'est-à-dire qu'on a voulu faire des sociétés occidentales, des sociétés multiculturelles, multiethniques, remettant en question les rapports entre les hommes et les femmes, les principes d'éducation, ce qu'était même un homme, ce qu'est même une femme, etc. Bref, les gens ont l'impression, et ils ne se trompent pas d'ailleurs, que globalement tout ce qui ressemble à quelque chose de tangible, c'est-à-dire de fixe dans les représentations collectives, de près ou de loin, les murs porteurs, en quelque sorte, de la culture populaire, sont défoncés à coups de masse depuis des années par des gens qui, globalement, ont entrepris de déconstruire, en quelque sorte, la société, de la reprogrammer autrement, en quelque sorte, de la déprogrammer pour peut-être la reprogrammer autrement. Et donc, ce boulot de déconstruction, couplé, mais c'est la même logique, à une immigration massive qui a renforcé l'hétérogénéité du corps social, avec des gens qui viennent avec leur culture, leur sensibilité, leur façon de ressentir les choses, etc. Bon, bref, couplé en plus à une crise économique qui renforce les inégalités sociales, et on sait dans quelle mesure les inégalités sociales ont été renforcées déjà depuis ces dernières années, et alors depuis 2 ans, c'est faramineux, hein, c'est encore pire. Et donc, si vous ajoutez tous ces éléments-là bout à bout, c'est-à-dire la déconstruction sociétale, le travail de sable de toutes les cultures conservatrices, de toutes les valeurs conservatrices de la population, les murs porteurs de la culture populaire, le travail de déconstruction sociétale sur le genre, le sexe, l'éducation, tout le reste, et simultanément l'hétérogénéisation sociale qui est due au renforcement des inégalités sociales avec la crise, etc., on comprend bien qu'il n'y a plus de fonctionnement organique possible dans une société qui est atomisée à ce point-là. Et c'est là que ces gens-là, qui sont quand même des sacrés cons, commencent à se réveiller, se dire « Ah ouais, mais en face de nous, il y a les Chinois, il y a les Russes, etc. Et si en fait on n'a qu'à leur opposer des gens qui sont fondamentalement totalement individualisés, même la famille ne trouve pas grâce à leurs yeux, parce que les attaques contre le principe de la famille, ou contre, etc., je ne suis pas un conservateur, moi je suis quelqu'un d'assez ouvert, etc., mais les valeurs communes, en fait, pourquoi elles sont utiles? Elles sont pas utiles parce qu'elles sont intangibles et qu'il faut pas remettre en question les valeurs communes, les principes, etc., mais parce qu'elles créent les conditions d'un système de représentation collective.
Une cohésion de groupe, en fait. Fait que les gens cohésion du groupe. Ils partagent quelque chose, ils partagent un regard sur les choses, ils partagent des façons de se représenter les choses, ils partagent un regard sur le monde, etc. Quand vous êtes dans une société où il n'y a plus les mêmes codes juridiques, plus les mêmes normes de représentation, quand des mots aussi évidents que homme, femme et enfant ne veulent plus dire la même chose, alors vous avez atteint un point de désagrégation tel que faire du collectif avec tout ça ne peut plus être fait de façon par les mêmes techniques. C'est-à-dire que les médias ont été très efficaces pour déconstruire, pour participer au travail de déconstruction, d'ahurissement, on va dire. Ils sont encore capables, je dirais, dans certains cas et sur certaines opérations, d'être utiles. Ils ont encore une utilité. Mais je pense que les élites, l'oligarchie occidentale a compris un truc fondamental, c'est qu'il n'y aurait plus de fonctionnement organique dans cette société sans créer des stress collectifs intenses, c'est-à-dire sans instrumentaliser des peurs, quitte à les fabriquer de toutes pièces, sans créer en fait des conflits, sans créer des guerres, et sans surtout se donner les moyens techniques, et là c'est du lourd, donner les moyens techniques de verrouiller toute contestation. La seule possibilité pour ces gens-là de faire vivre ensemble, comme ils le disent, c'est-à-dire faire vivre tous ensemble, plus exactement, des gens qui ne partagent plus rien, non pas parce qu'ils se haïssent les uns les autres, mais parce que ils ne se comprennent pas peut-être les uns les autres. Ils ne peuvent plus se comprendre parce qu'on n'est pas fait pour vivre dans des sociétés de centaines de millions de personnes totalement hétérogènes. Eh bien, ils ont compris qu'on ne pourrait maintenir la cohésion de ces sociétés-là, cette cohésion qui est fondamentale pour eux, sinon ils vont se retrouver pendus au réverbère. Hein. On ne pourra maintenir cette cohésion-là qu'à partir du moment où on emploiera d'autres méthodes, et c'est là qu'on commence à parler de ce qu'on appelle le contrôle social, du moins au sens où les gens en parlent habituellement, c'est-à-dire comment petit à petit, en fait, on réussit par la persuasion, par un mélange d'autoritarisme, de persuasion, d'hystérie collective et de techniques, le numérique fait le job. Comment, avec tous ces moyens, petit à petit, on arrive à créer une société qui, dans ses prolongements, a toutes les chances de devenir fondamentalement totalitaire. Et quand on la compare à la Chine, je pense qu'on est capable d'aller beaucoup plus loin que la Chine, pour une raison simple, et pour une raison principale, précisément, c'est que la Chine est une société relativement homogène. C'est-à-dire qu'elle est par nature une société relativement cohérente et relativement homogène. Donc, quelque part, le forçage coopératif, ça fait partie du jeu, mais ce n'est pas indispensable. En Occident, pour arriver au même niveau de coopération entre les gens, il va falloir utiliser des méthodes beaucoup plus brutales, à mon avis. Coercitives. Et c'est probablement là que ça nous concerne. Oui. Hop, je vais prendre la balle au bon. Je vais reprendre la balle au bon. Je vais parler de ton livre parce que je pense que tu récapitules beaucoup des points que tu as développés dans ce livre-là. Il date de 2014, il n'est pas forcément très récent, mais il est terriblement actuel. Voilà. Ça s'appelle La France, les années décisives. Alors, c'est une série d'entretiens sous forme de questions. Alors, c'est un livre qui est édité chez nos amis Culture et Racines. Très fin le livre, hein. Il est pas très gros, mais il est dense. Hein. Je peux vous dire qu'il est dense. Bon, je suis un lecteur. C'est des petits chapitres. Tu abordes énormément de thèmes. Je peux en citer quelques-uns comme ça à la volée. Hein. Protectionnisme, localisme. Hein, tu es un fervent adepte du localisme. La vie des sociétés, l'écologie trahie, révolution conservatrice. La gauche, la remigration, également les médias, les narrations collectives. Il y a aussi le mariage pour tous, la conscience collective également. C'est vraiment un livre qui donne matière à réflexion. Je ne veux pas te passer la brosse à relire, Laurent. Tu sais que je suis fan de ton travail. J'ai écouté quasiment tous tes audios qui sont sur une plateforme qui s'appelle Écouter. Je ferai le lien. EKOUTER. Voilà, je partagerai le lien. Mais c'est vraiment très agréable de te lire parce qu'on peut s'arrêter quasiment à toutes les phrases ou à tous les chapitres et ça nous donne vraiment matière à réflexion. Est-ce que ces années décisives, on est encore là-dedans, Laurent ?
Mais Tout ce plus que que tu jamais, décris dans ce livre, plus que jamais. Hein. plus que jamais, on est dans une période qui est assez critique par des tas d'aspects, mais bon, ça a été dit, rappelé, etc. Moi, ce qui m'intéresse dans le monde dans lequel on vit, c'est d'essayer d'éclairer, un peu comme une petite lumière dans la nuit, d'éclairer un petit peu mon époque, et puis pour les gens que j'aime ou les gens qui s'intéressent à ce que je pense, d'essayer de donner des clés pour essayer de permettre aux personnes de se situer un petit peu dans cette société, dans cette évolution-là. Donc oui, on est toujours dans les années décisives et on n'en est pas sorti. Je pense qu'on y est pour encore quelques décennies. Euh, je vais partager ton lien sur écouter. Où est-ce que je peux le trouver? Je ne Bah, sais plus où il tu mettras était. ça après. Ouais, je mettrai ça Est-ce, après. est-ce qu'il y a d'autres points que tu voulais Ouais. aborder? Oui, et je voulais aborder justement cette ingénierie sociale, ce rôle des médias aujourd'hui, parce qu'on a vécu en fait une période intense. Hein. Il y a eu je dirais, est-ce qu'on peut parler de paranoïa? En tout cas, il y a eu la crise donc du réchauffement climatique, hein, Oui. il y a 4 ans. Ensuite, donc, embrayé cette crise du Covid hein, depuis 2 ans, et maintenant donc la guerre en Ukraine. Euh, à ton avis, quel a été le rôle des médias dans le relais de ces crises? Mais en fait, les médias ne fabriquent pas. C'est pas que les médias fabriquent les crises, c'est la façon dont ils les traitent. Ils fabriquent l'opinion, Euh, peut-être. Ils fabriquent pas l'événement, enfin parfois ils l'exagèrent un petit peu, hein, ou le déforment, ça il n'y a pas de doute, mais ils sont moins dans la fabrication de l'événement que dans le narratif. Le rôle fondamental des médias, c'est précisément de nous priver de la possibilité de raconter nous-mêmes ce que nous vivons. C'est pour ça qu'en quelque sorte, il n'y a pas de souveraineté au sens de souveraineté individuelle, la souveraineté profonde. Hein, c'est pas la souveraineté de l'État, mais la souveraineté des gens, c'est-à-dire la possibilité de décider pour eux de ce qui est bon, de décider chez eux de ce qui est bon pour eux, de décider de l'éducation de ses gosses, de décider si on veut donner ses organes ou pas, de décider si on a envie d'accoucher chez soi ou pas, de décider si on a envie de planter ou de conserver des graines sans qu'elles soient brevetées, de décider pour soi, chez soi. Et cette souveraineté-là, qui est la plus fondamentale, qui est ce que j'appelle la souveraineté profonde, cette souveraineté-là, c'est le pire ennemi en quelque sorte des médias parce que précisément, elle est le produit en quelque sorte de la décantation de la société. C'est-à-dire que quand on laisse faire en fait les gens, eh bien, ils fabriquent des choses, ils reconstituent des choses, ils reconstituent des liens. Les choses se refont naturellement. Voilà, la vie reprend ses droits. C'est un peu comme quand vous retournez de la terre. Si vous attendez 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez voir des trucs. Et puis au bout d'un moment, si vous attendez un siècle, vous aurez une forêt peut-être. Là, c'est un peu pareil. Et donc tout le problème des médias, c'est de passer la charrue assez souvent, de retourner la terre suffisamment souvent pour que plus rien ne pousse. Quand je dis plus rien ne pousse, plus rien d'endogène ne pousse. C'est-à-dire, plus rien ne pousse qui ne vienne de nous-mêmes. Et pour nous-mêmes, et selon notre propre système de représentation, et selon ce que nous considérons nous-mêmes bon pour nous-mêmes. Il ne s'agit pas de construire quelque chose pour imposer des systèmes de représentation culturelle à d'autres, etc. Mais le plus grand, en quelque sorte, le plus grand danger pour le système dont les médias ne sont que un des organes, d'une certaine façon, parce que les médias, c'est l'organe, c'est un organe de ce que les gens appellent le système ou l'état profond occidental, etc. Et ce qui les épouvante, en quelque sorte, c'est précisément qu'on ne les suive pas. Et dans les interstices, en quelque sorte, pourquoi tiens, je prends un exemple concret, tout le monde a entendu parler de Jean-Pierre Pernaut. Bon, moi, Jean-Pierre Pernaut, ça ne me dit pas grand-chose, mais on a mesuré, lorsqu'il est mort récemment, la passion, enfin l'intérêt La que les gens lui sympathie portaient. Voilà. que lui accordait Et le grand pourquoi public. Une des raisons pour lesquelles il était très sympathique aux gens, précisément, c'est parce qu'il appartenait précisément il faisait de la télévision, qui n'était pas de la télévision qui réduisait la population au silence, mais une télévision qui exaltait en quelque sorte le vernaculaire, le local, l'initiative, l'initiative locale, le dévouement local,
le patrimoine, le truc, etc. Pas toutes ces petites choses qui s'apparaissent un petit peu ringardes comme ça, mais qui sont fondamentales, c'est-à-dire l'expression de la vie là où elle est, et par les gens, les vraies personnes qui font les choses pour elles-mêmes, autour d'elles-mêmes, et ces formes de coopération simples, qui ne sont pas des coopérations sous stress maximal, mais c'est un petit peu comme quand les herbes commencent à repousser sur une terre qui a été retournée il y a 1 an ou 2 ans, petit à petit ça ressort de partout. Eh bien Pernot, s'il était très sympathique à la population, précisément, c'est qu'il appartenait à ces hommes de médias qui étaient capables de s'intéresser aux interstices, c'est-à-dire à toutes ces petites fentes qu'on trouve dans le béton des villes et dans lesquelles commence à repousser les plantes, et on se dit que si on ne les arrache pas et qu'on arrêtait de leur marcher dessus pendant 1 siècle ou 2, eh bien le béton des trottoirs éclaterait de partout et on aurait de superbes arbres au milieu des chaussées actuelles. Eh bien, quand on laisse faire la vie, quand on laisse faire les peuples, et on les laisse reprendre possession de leur vie quotidienne, on a ce type de phénomène, on produit du bonheur. On produit on produit du bonheur, c'est ça. On produit de la diversité, on produit de la culture, on produit de l'innovation, parce que c'est pas simplement un truc ringard où on fait des vieilles choses et machin, etc. C'est pas du tout ça. C'est aussi un phénomène. Le localisme, c'est de ça dont on parle dans le bouquin. Ouais. Le localisme, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas un processus simplement de faire des petites choses par rapport aux grandes. C'est surtout de faire quelque chose chez soi. Et l'effet que ça a au niveau de l'ensemble, c'est précisément que ça recrée de la typicité, des façons différentes de faire. Si vous faites la liste du nombre d'espèces et de variétés de pommes ou de tomates ou de je ne sais quelle encore plante, etc., je crois qu'on recensait près de 35 ou 40 espèces de melons au début du siècle. Cette diversité des cultures, elle était le résultat de quoi ? Elle était le résultat de milliers, de centaines de milliers de personnes qui, chacun dans leur coin, échangeaient des graines, cultivaient, avaient des terres différentes, adaptaient donc le type de graines ou sélectionnaient en fonction du type de terrain qu'ils avaient, de l'ensoleillement, des saisons, des machins. Et tout ça crée, tout ça c'est la vie en fait, tout ça, ça crée la typicité précisément, c'est-à-dire ça crée des formes de vie qui sont très adaptées et très efficaces, et en même temps qui sont très résilientes. Et c'est l'épouvante du système auquel nous sommes confrontés, c'est précisément cette résilience. Je rebondis sur les médias. Il y a une phrase qui est très juste. Tu dis que les médias mainstream, en fait, se sont accaparés du narratif, hein, Oui. et que le plus important, c'est de se raconter soi-même, en fait, de créer nos propres médias. C'est une phrase tirée d'une de tes conférences. Tu encourages aujourd'hui tout un chacun, hein, à s'exprimer, même s'il ne maîtrise pas forcément la forme. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié chez toi. Tu maîtrises vraiment parfaitement ce logos, mais tu encourages tout un chacun à s'exprimer par soi-même. Non, je crois que ce qui est vraiment très important, c'est de retrouver ces notions qui avaient fait une partie des mouvements 68 art, post-68 art, etc. On les prenait pour des babacools, etc. Les mecs, mais relisez Ivan Illich, La convivialité. Intéressez-vous en fait à tous les travaux sur la synchronisation, sur la convivialité, etc. Quand je dis créer ces médias, ça veut dire surtout se donner les moyens de se raconter soi-même. Alors, on n'a pas besoin tous d'entendre. J'ai une anecdote qui me revient, c'est Henri Vincenot dans un de ses bouquins qui raconte qu'il était jeune ingénieur des chemins de fer français. Ça se passe dans les années 20 ou 30 plutôt, du XXe siècle. Et donc, il offre un jour à son grand-père bourguignon, il lui offre un poste de radio, un gros poste de radio voilà. Et du jour au lendemain, le paysan, le gars qui est en question, qui est un type très connu, très respecté, etc., va avoir des nouvelles de tout ce qui se passe dans le monde, presque. Enfin, il va savoir ce qui se passe à Lyon, il va savoir ce qui se passe à Paris, il va savoir ce qui se passe en Allemagne, enfin, il va savoir ce qui se passe, il va en entendre parler, plus exactement, et il va tellement choper, en fait, le stress et l'inquiétude, et il va tellement en être mal que lorsque Henri Vincenot va revenir le voir, je ne sais plus, 1 mois ou 2 plus tard, il va retrouver le poste de radio sur le tas de fumier. Et alors... Cette anecdote, elle est drôle, mais elle est un peu pittoresque, mais elle nous dit quoi ? Elle nous dit que fondamentalement, ce qui compte, c'est d'avoir les informations dont on a besoin et dont on est capable de faire quelque chose. C'est-à-dire, il va falloir quand même dire que les enjeux politiques, les enjeux nationaux, les enjeux internationaux,
questions pour savoir si, je ne sais pas, il faut faire une réforme constitutionnelle, si une technique de vaccination est bonne, si j'en sais rien, etc. Il va falloir quand même dire une chose, c'est que le fait de jeter ces débats-là, ou de rendre en quelque sorte les gens comptables ou juges de ces débats-là, et on a un double problème. On a un problème de, si vous voulez, on a simultanément un problème de compétences réelles à la tête des États, c'est-à-dire de gens qui font n'importe quoi, qui sont corrompus et qui objectivement, qui sont des gens, voilà, la confiance n'est plus là, c'est évident. Des médias qui en parlent, qui sont encore pires, et simultanément, donc une population qui se sent obligée de se saisir de ces questions-là, de s'y intéresser, non pas tant parce qu'elle a envie de s'y intéresser, mais parce que fondamentalement, elle a l'impression que les gens qui devraient le faire, qu'elle n'a plus confiance à l'égard des gens qui devraient le faire. Et ce phénomène-là fait qu'aujourd'hui, tout le monde s'occupe de tout, et que ce phénomène-là est une charge psychologique extrêmement lourde à porter pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens se rendent malades de stress, en fait, en s'intéressant à ces questions-là. Souvent, parfois, n'ont pas les moyens techniques eux-mêmes ou la culture de base qui leur permettrait de comprendre exactement, sont objectivement aussi les cibles de manipulateurs ou de gens qui racontent un peu n'importe quoi eux-mêmes. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement qu'on a raison. Mais du coup, les deux fonctionnent. C'est-à-dire qu'on a un double phénomène. On a le phénomène des gens qui sont littéralement en crise, en quelque sorte, d'inquiétude, d'angoisse face à des décisions qui sont prises par des gens pour lesquels ils n'ont aucun respect, aucune considération, et qui font la démonstration chaque jour qu'ils font n'importe quoi ou qu'ils le font pour de mauvaises raisons, et simultanément la nécessité de se saisir de ces questions au sein d'un tumulte d'informations contradictoires, de trouver des repères fixes là-dedans, et de se positionner. Et ce phénomène-là crée une anxiété collective énorme. Ça peut créer justement cet état de dépression. Est-ce qu'on peut avoir ce ressenti, je dirais, on perd pied, et parce qu'on se sent impuissant? Alors, la dépression, c'est un phénomène qui est intéressant, c'est une vraie maladie de civilisation, hein, c'est 15% de la population, il faudrait presque qu'on fasse un jour une émission là-dessus, si tu veux. Avec plaisir, avec plaisir. Mais on va juste peut-être l'aborder. Voilà, si on l'aborde de façon très simpliste, on va dire que, et là on va parler plutôt de dépression collective et pas de dépression individuelle, même s'il y a, de mon point de vue, il y a beaucoup de points communs. Ces phénomènes de dépression collective, qu'on appelait mélancolie avant, relèvent de ça, c'est-à-dire du sentiment par la population qu'elle ne contrôle rien, que les choses lui passent au-dessus, qu'elle est dessaisie en quelque sorte de ses repères fixes, de ses fondamentaux, de ce qui devrait lui être fidèle et ne lui est plus fidèle. La fidélité, c'est pas simplement de la fidélité entre un homme et une femme dans un mariage. Là, on parle d'une fidélité beaucoup plus globale et beaucoup plus profonde. C'est la fidélité à votre milieu, par exemple. C'est le fait que vous puissiez vous retrouver, aller dans des endroits qui n'ont pas changé depuis que vous êtes petit, que vous les retrouvez, et que vous êtes ému, et qu'à la limite, vous y emmenez vos enfants. La fidélité, c'est aussi le fait de pouvoir compter sur des gens qu'on a élus en se disant qu'ils vont faire le mieux pour vous et pour les vôtres aussi, sans être... voilà. La fidélité, c'est aussi le fait de pouvoir compter les uns sur les autres et de s'en remettre à des gens qui sont censés vous soigner parce qu'ils ont prêté serment d'Hippocrate et qui sont manifestement plus du tout dans cet état d'esprit-là, qui sont devenus des distributeurs ou les distributeurs des prescripteurs de laboratoires pharmaceutiques. Et j'en passe et de nombreux. Là, on faisait allusion à la crise sanitaire, donc je reste là-dessus, mais je pourrais te donner 500 exemples. Hein. Donc, les gens ont l'impression globalement d'être dépossédés, d'être dessaisis, et cette dépossession, c'est pas simplement une perte de confiance, c'est une perte de fidélité. C'est aussi le sentiment que tous leurs repères fixes en fait sont déconstruits, que leur environnement est détruit. Ça, c'est de la vraie écologie, c'est-à-dire que voilà, on n'a plus de respect pour la vieille pierre, pour des choses qu'ils ont connues. Donc l'environnement change très vite. Les maisons deviennent des biens qu'on cède, qu'on vend, qu'on achète, qu'on loue, etc., etc. Donc même ce qui paraissait être fixe, et Saint-Exupéry, qui parlait des armoires solennelles de sa maison, eh bien tout cela en fait n'existe plus. Donc les gens sont en quelque sorte exposés à la lumière crue, en quelque sorte au projecteur médiatique, d'une réalité qui est recomposée en permanence, ou même les éléments les plus fondamentaux de la culture, c'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure, les repères sur ce qu'est un homme, une femme, comment il faut protéger ses enfants, ce qu'il est juste ou ce qu'il est sain ou ce qu'il est bon de faire ou de ne pas faire,
tout cela en fait est détruit à coups de masse par les gens qui détiennent les pouvoirs dans les sociétés occidentales depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Et donc ce phénomène-là, lié en plus à un déraillement total de nos pratiques de vie, et je pense à l'alimentation notamment, mais c'est pas simplement ce qu'on choisit de manger, c'est aussi ce qu'on mange sans le savoir ou ce qu'on choisit de ne pas manger et qu'on mange quand même. Alors, Bref, excusez-moi, j'ai sélectionné une phrase que j'aurais aimé faire mienne, mais bon, je t'en prie. mais c'est la tienne. Hein. C'est tu dis une chose à propos de manger, c'est mettre le monde à l'intérieur de soi. On ne fait pas entrer n'importe quoi. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc on connaît maintenant, il y a de nombreuses études scientifiques qui ont montré qu'il y avait, par exemple, un lien très important entre le fonctionnement psychologique, typiquement la stabilité mentale, la dépression notamment, mais pas que, hein, les performances cognitives aussi, par exemple, et le microbiome intestinal. Et on sait que la façon dont, en quelque sorte, on se nourrit, les aliments que nous mettons à l'intérieur de notre corps, la nature de ces produits a fondamentalement, considérablement changé en l'espace de 2 générations. Elle a été stable et d'une relative stabilité, parfois même dans le manque et dans l'absence ou dans les famines, etc. Mais elle a été d'une relative stabilité pendant des millénaires. En l'espace de 50 ans, on a changé, bouleversé totalement ça. Donc c'est un exemple, mais je pourrais le développer très longtemps parce que ça, c'est un sujet qui nous intéresse tous les deux. Tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu mets bout à bout tout ça, globalement, tu t'aperçois que ils détruisent tout, ils fracassent tout. Et que donc, le besoin fondamental des gens, cette dépression, ce sentiment de ne plus avoir prise sur rien, Ouais. parce que tout échappe, plus rien ne tient, en quelque sorte. Ce phénomène-là, c'est un sentiment de dépression collective qui s'apparente, par bien des aspects, aux caractéristiques de la dépression individuelle. Comme d'ailleurs le stress collectif dont on parlait tout à l'heure, Ouais. présente beaucoup d'analogies avec les manifestations du stress au niveau individuel. Bref, je ne vais pas m'étendre parce que ça serait très long, Non, mais voilà. mais ce sera un très beau sujet à développer Oui, oui, dans bien une sûr. autre émission. Oui, J'aimerais oui, bien beaucoup sûr. te faire venir le mois prochain pour discuter de ça, pour discuter du localisme, également Si tu veux. d'écologie, d'alimentation. Je sais que tu es féru de ce changement Oui, sociétal. oui, bien sûr. Bon, Bien sûr. c'était un peu le cœur de mon premier bouquin. J'aimerais beaucoup échanger avec toi là-dessus. Est-ce qu'on Avec peut plaisir. terminer sur une note, positive, Laurent? Je ne voudrais pas Oui. qu'on fabrique des dépressifs à notre tour. Non, non, pas du tout, au contraire. Mais justement, tu Euh, mets des mots sur les mots, ce que j'ai dit en introduction, ouais. ça permet de mieux comprendre en fait ce que l'on vit. Hein. Et est-ce qu'on peut terminer sur une note positive? Comment Mais en on peut fait, se il y sortir a, justement il y a toutes les raisons d'espérer. Il y a toutes les raisons d'espérer parce que précisément, on arrive en quelque sorte au bout, petit à petit se précise en quelque sorte la mort de ce système. Je ne vous dis pas que ça va être super confortable, mais parfois les périodes d'inconfort ne sont pas forcément des périodes de malheur. Enfin, je veux dire, de détresse au sens psychologique du terme. Elles peuvent être des moments de difficulté sur le plan matériel, voire des périodes de danger, etc. Mais comme disait l'autre, là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. Et nous sommes précisément à ce moment où effectivement un certain nombre de choses vont se préciser et où globalement la vie est toujours de notre côté, les cycles de la vie sont toujours là, avec ce qu'ils peuvent avoir de brutaux, de dangereux, d'inquiétants, mais aussi toujours la vie repousse toujours sur le fumier. Ils ne pourront pas repasser, surtout qu'on va manquer d'essence maintenant, donc ils ne pourront pas repasser le tracteur pour retourner le terrain encore trop longtemps. Et en cultivant en quelque sorte notre esprit critique, notre intelligence collective, en nous reliant surtout les uns aux autres de façon efficace, pas en lisant des bouquins sur le communautarisme et en se prenant le melon ou en organisant des trucs avec des gens qui sont à des milliers de kilomètres de chez soi, mais c'est-à-dire en gros parce qu'on est en train de faire ce soir, même si j'ai conscience que mes bonnes paroles peuvent être utiles, Bien sûr. mais ce qui compte surtout, c'est ce qu'on fait autour de soi. Et c'est ce qu'on fait au quotidien et c'est ce qu'on fait autour de soi. Et ça, c'est super. Ça, c'est la vie et c'est les herbes qui repoussent tout le temps en fait. Ils pourront jamais toutes les arracher. Donc faut être confiant, il faut faire des bébés, il faut se relier aux autres, il faut protéger nos anciens, il faut protéger les plus fragiles, il faut se solidariser des gens avec lesquels on a des choses à faire en commun, il faut trier aussi, c'est-à-dire être aussi capable de mettre
les golems, les fous, les robots, les gens qui sont complètement objectivement décérébrés et qui sont passés de la triple picouse au triple drapeau ukrainien là, en l'espace de 2 semaines de temps. Bref, l'armée de robots qui n'entend plus rien, ne comprend plus rien et qui se mettra à penser quand ils auront le nez dans la boue. Jusque-là, cultivons en quelque sorte nos liens, cultivons nos rapports, soutenons-nous les uns les autres et surtout ne restez pas isolés, ne restez pas seuls. Il vaut mieux avoir un bon voisin, même un peu bougon et même un peu chiant, avec lequel on fait des choses de temps en temps, qu'avoir un bon copain à l'autre bout du monde avec lequel vous ne ferez jamais rien de concret. Merci pour ces paroles positives, ces justes paroles. Merci pour le temps que tu nous as accordé, Laurent. Merci infiniment. Je te dis à très bientôt dans le club. Merci à vous qui avez suivi ce direct. Vous avez été nombreux à commenter, à vous échanger également vos impressions. Et ça aussi, c'est le lien social. Alors c'est vrai qu'on fait de façon virtuelle, mais je sais que le Hit Club, on est de plus en plus nombreux. Et j'étais vraiment heureux et fier de vous avoir présenté Laurent Ozon, que vous reverrez certainement sur d'autres sujets tout aussi passionnants. Merci beaucoup, Laurent. Je te dis à très vite. Reste avec moi. Je vais envoyer le jingle de fin d'émission. On va se parler en off. Salut à tous, les amis. Merci beaucoup.